À la réunion de famille, chaque cousin a reçu un sac cadeau, sauf mon fils. On a gardé le meilleur pour la fin, a ricané ma tante. Puis elle lui a donné une boîte. À l'intérieur, il y avait un collier pour chien. Peut-être que ta mère pourra mieux te dresser. Tout le monde a ri jusqu'à ce que la porte claque. La dernière personne qu'ils attendaient. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ils ont remis un sac cadeau brillant à chaque enfant. À tous les cousins, sauf à mon fils. Il restait là à attendre, souriant légèrement, comme il le fait toujours quand il essaie d'être courageux. Un par un, ils ont distribué des sacs remplis de jouets, de bonbons et de t-shirts personnalisés. Son nom n'a jamais été appelé. Puis, ma tante Loretta a eu un sourire narquois. On a gardé le meilleur pour la fin, a-t-elle dit. Elle a sorti une petite boîte emballée et l'a tendue à Jelen. Il m'a d'abord regardé, comme il le fait toujours quand il n'est pas sûr de lui. J'ai hoché la tête, car que pouvais-je faire d'autre? Il l'a ouverte avec précaution, curieux. À l'intérieur se trouvait un collier. Un collier pour chien, en nylon noir, bon marché, avec une médaille argentée indiquant « Propriété de Maya ». Les rires ont commencé doucement, puis se sont répandus comme une traînée de poudre sur le patio. Certains des enfants les plus âgés ont applaudi. Quelques adultes ont gloussé discrètement. Ma cousine Tori s'est penchée vers lui et a dit « Peut-être que ta mère pourra mieux te dresser maintenant ». Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. J'étais figé. Mes doigts se serraient si fort autour de mon verre que je pensais qu'il allait se briser. Les mains de Jelen ont commencé à trembler. Il n'a pas pleuré. Il est juste resté là, la tête basse, le collier toujours sur ses genoux. Et puis, juste au moment où je pensais avoir atteint la limite de mon silence, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Tout le monde s'est retourné, et c'est là qu'il est entré. La dernière personne à laquelle ils s'attendaient, celui qu'ils avaient rayé de leur vie il y a des années, celui qui a tout changé. L'invitation était arrivée comme d'habitude, par un message groupé avec le nom de Loretta en tête et 25 personnes identifiées en dessous. Elle appelait ça la Reynolds Family Bash. Des lettres majuscules, des émojis confettis et un graphisme surchargé avec des silhouettes dansantes qui faisaient plus penser à une soirée en boîte de nuit qu'à une réunion de famille. Je n'avais pas prévu d'y aller cette année. Non pas par manque de temps ou d'envie de revoir des visages familiers, mais parce qu'à chaque fois que je me rends à l'une de ces réunions, je repars en me sentant plus petite, comme si j'avais passé la journée à m'effacer dans les coins des conversations, regardant les cousins échanger des blagues d'initiés dont je ne faisais jamais partie. Souriant quand quelqu'un faisait une remarque sur le fait que j'élevais un garçon seul, riant jaune quand ils évoquaient mon petit-fils artiste, en disant des choses comme « il a peut-être juste besoin de s'endurcir un peu ». Mais Jelen voulait y aller. C'est toujours le cas. Il ne se souvient pas des remarques sournoises ou de la façon dont Loretta nous regarde comme si nous étions une sorte de projet secondaire. Tout ce dont il se souvient, ce sont les chevaux, le barbecue et cet été où l'oncle Léon lui a appris à faire du vélo sur cette allée en béton fissuré. Alors, j'ai emballé son sweat à capuche préféré, le bleu avec les manches effilochées, et nous avons pris la route pour Birmingham. La maison de Loretta est la même que toujours, grande, bruyante et animée. Elle vit sur un terrain de plus d'1 hectare juste à l'extérieur de la ville. Une véranda qui fait le tour de la maison, des colonnes devant, et un drapeau américain qui flotte comme pour une publicité politique. Il y a toujours de la musique à fond sortant des haut-parleurs qu'elle a fait installer sous les avant-toits, et l'odeur de travers de porc trop cuit flotte dans l'air comme si elle faisait partie de la météo. Loretta nous a accueillis avec un large sourire, les bras tendus. Un parfum si fort qu'il m'en a fait pleurer les yeux. « Eh bien, regardez qui a fini par arriver », a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde l'entende. « Je pensais que vous vous étiez encore perdu. » C'était sa façon de dire « vous êtes toujours en retard, même si nous étions pile à l'heure ». Jelen lui a souri en levant les yeux et a dit « bonjour », serrant son carnet de croquis sous son bras. Il la porte toujours avec lui comme un doudou. J'ai senti ses doigts se resserrer un peu autour des miens. En entrant, j'ai pressé sa main en retour. À l'intérieur, c'était le chaos. Des enfants courant entre les jambes, des cousins criant à travers le salon, tout le monde essayant de prétendre que nous sommes une grande famille heureuse. Même si la moitié des gens dans cette maison ne s'étaient pas parlé depuis la dernière fête, il existe une hiérarchie tacite lors de ces réunions et Loretta trône tout en haut. C'est elle qui commande. Elle décide à quel jeu les enfants jouent, qui a la meilleure place à table, qui aide à nettoyer et qui ne le fait pas. La plupart des gens se contentent de suivre le mouvement parce que c'est plus simple ainsi. Plus simple d'opiner, de rire et de faire semblant.
Nous avons trouvé un endroit calme sur le patio arrière, près de la clôture. Gélène a sorti son carnet de croquis et a commencé à dessiner la grange de l'autre côté du champ. Il a toujours été comme ça, plus intéressé par les formes et les ombres que par le bruit et les jeux. Il ne s'intègre pas avec les autres enfants, mais il ne semble pas vraiment s'en soucier, du moins pas encore. Je l'observais depuis ma chaise pliante, buvant un thé glacé qui avait le goût de sirop, essayant de faire comme si tout cela n'était pas déjà épuisant. Puis Tori est passée. C'est la petite fille aînée de Loretta, 14 ans mais agissant comme si elle en avait 30, le téléphone collé à la main et la bouche pleine de sarcasme. Elle a jeté un coup d'œil au dessin de Gélène, a fait une grimace et a chuchoté quelque chose aux deux filles derrière elle. Elles ont ricané. Je n'ai rien dit. Je ne le fais jamais. Pas ici, pas avec eux. Parce que si vous parlez, on vous étiquette comme « difficile ». Si vous dénoncez quelque chose, c'est vous qui gâchez l'ambiance. C'est plus facile de rester silencieuse, de jouer le rôle, de se rappeler que ce n'est qu'un jour, que vous êtes là pour la nourriture, pour les photos, pour les miettes de connexion qui existent encore dans cette famille. Mais ce silence a commencé à peser plus lourd que d'habitude parce que Gélène grandit. Il commence à remarquer le ton de leur voix, les blagues qui ne ressemblent pas à des blagues, la façon dont on l'oublie pour la bataille de ballon d'eau, ou la façon dont Tori déplace sa chaise quand il s'assoit. Et je commence à réaliser quelque chose. Si je continue à me faire toute petite pour préserver la paix, il va apprendre à faire la même chose. Et je ne peux pas laisser cela arriver. Pas encore. Pas cette année. Le premier signe que quelque chose clochait est apparu quand la musique a changé. Loretta passe toujours du R&B old school à ces événements. Earth, Wind & Fire, Anita Baker, peut-être un peu de Marvin Gaye si l'ambiance s'y prête. Mais là, quelqu'un avait mis un hymne de fête aux basses assourdissantes. Fort, rapide, déplacé. Cela signifiait que c'était l'heure des cadeaux pour les enfants. C'était une nouvelle tradition lancée il y a environ 3 ans. Loretta pensait que ce serait mignon de distribuer des petits kits d'été à tous les jeunes enfants. Pistolets à eau, bonbons, lunettes de soleil, jouets bon marché du magasin à $1. Rien d'extravagant, juste quelque chose pour qu'ils se sentent spéciaux. C'est ce qu'elle disait, du moins. Mais d'une manière ou d'une autre, chaque année, cela devenait moins une question d'enfants et plus une question de mise en scène. Elle les appelait un par un comme si elle animait un jeu télévisé, annonçant chaque nom avec une emphase dramatique. Chaque cousin recevait des cris de joie, des photos et des applaudissements. Tout le monde riait. Les parents faisaient semblant de ne pas s'en soucier, même si nous savions tous que nous étions classés bruyamment et publiquement. Gélène ne comprenait pas ça. Il voulait juste un jouet et peut-être un high five. Il s'est redressé quand Loretta a frappé dans ses mains et a crié « Ok, les bébés, descendez !» La foule d'enfants s'est rassemblée en une ligne désordonnée sur le patio. Gélène était au bout, serrant son carnet de croquis contre sa poitrine. J'observais depuis le coin, les bras croisés, faisant semblant de ne pas retenir mon souffle. Loretta a commencé à appeler les noms. Mika, regarde-toi mon chéri. Tu deviens si grand. Asia, ma petite reine de la mode, viens chercher ton sac. À chaque fois, un enfant courait, tout sourire, attrapait un sac de couleur néon et retournait sous les applaudissements des cousins et des oncles. Les papiers de bonbons touchaient le sol en quelques secondes. Tori filmait toute la scène sur son téléphone comme si elle documentait une émission de télé-réalité. Gélène passait d'un pied sur l'autre, souriant toujours, à peine. J'ai commencé à compter. 1, 2, 3, 11 sacs distribués. Il n'en restait qu'un sur la table, vert vif, bien rempli et soigneusement attaché avec un ruban. Il m'a regardé et a souri à nouveau, comme il le fait quand il a envie d'être excité mais n'est pas sûr d'en avoir le droit. Puis Loretta a dit, et le dernier mais non le moindre, oh attendez. Elle s'est retournée, riant toute seule. En fait, on a gardé le meilleur pour la fin. Elle a cherché sous la table et a sorti quelque chose d'emballé dans du papier argenté brillant, plus petit, en forme de boîte. Elle l'a tendu à Gélène avec un sourire narquois. Voilà, mon cœur, a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde entende. Celui-ci est juste pour toi. Il l'a ouvert lentement. Ses doigts étaient précautionneux, comme s'il déballait quelque chose d'important. À l'intérieur se trouvait un collier pour chien noir. En nylon rigide et bon marché, avec une médaille argentée qui pendait à la boucle. Il l'a sorti à 2 mains, confus, le retournant pour lire ce qui était écrit. Propriété de Maya. Le monde ne s'est pas tu. Il est devenu bruyant. Les rires ont commencé avant que je n'aie le temps de réagir. Des ricanements d'enfants, quelques gloussements d'adultes. L'un des oncles a aboyé comme un chien, 2 fois.
Même Tori, filmant avec son téléphone, a halté puis a éclaté de rire hystérique. Quelqu'un a dit, peut-être qu'il écoutera mieux maintenant, hein? Et Loretta a renchéri, juste un petit rappel, maman. Tu as un bon garçon. Tu as juste besoin d'une poigne plus ferme. Gélène n'a pas bougé. Il est resté là avec le collier dans les mains, le visage inexpressif. Je voulais hurler, mais je ne l'ai pas fait. Pas au début. Je suis resté figé sur ma chaise, mon esprit essayant de donner un sens à tout ça. Ma gorge s'est serrée, mes doigts se sont recroquevillés en poing. J'ai regardé Gélène et il ne pleurait pas, mais ses épaules s'étaient affaissées, son menton s'était baissé, et je connaissais ce regard. Je l'ai moi-même porté. C'est le regard de quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il est la chute de la blague. C'est le moment où vous réalisez que les gens censés vous protéger trouvent drôle de vous voir vous briser. Je me suis levé. Cela a attiré leur attention. Quelques personnes ont regardé, curieuses. J'ai marché vers Gélène. Je pouvais sentir chaque battement de cœur dans ma poitrine comme s'il essayait de déchirer mes côtes. Mon visage brûlait. Mes mains tremblaient. Je voulais attraper ce collier et le jeter dans le brasero. Je voulais dire quelque chose qui ferait que chacun d'eux se sente aussi petit qu'il venait de le faire sentir. Mais avant que je puisse parler, avant même que je puisse l'atteindre, la porte d'entrée s'est ouverte violemment et tout a changé. Quand la porte d'entrée a claqué, tout le patio s'est figé. Les gobelets en plastique se sont arrêtés en l'air. Les fourchettes se sont figées à mi-chemin des bouches. Le rire qui avait éclaté quelques secondes auparavant est mort dans un long souffle gênant. Gélène s'est tournée vers le bruit, sa petite silhouette tenant toujours ce collier noir comme s'il pouvait expliquer quelque chose. Mon estomac s'est noué. J'ai senti l'énergie changer avant même de lever les yeux. Là, debout dans l'embrasure de la porte, se tenait un homme que je n'avais pas vu depuis plus de 10 ans. Mon père, Elias Jordan. La dernière personne à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Il était vêtu d'un jean délavé et d'une chemise blanche à manches courtes boutonnées. Rien de dramatique, mais dès qu'il a franchi le seuil, on aurait dit que toute la maison retenait son souffle. Sa présence a atterri comme le tonnerre, calme, profonde et impossible à ignorer. Le sourire de Loretta s'est effondré en premier, puis sont venus les yeux écarquillés. « Hein, c'est quoi ce bordel ?» marmonné par l'un des oncles près du grill. Il n'a regardé aucun d'eux. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis a regardé Gélène. Ensuite, ses yeux sont tombés sur le collier, et c'est là que je l'ai vu. Sa mâchoire s'est contractée, ses épaules se sont raidies, et ses mains, grandes et rugueuses après des années de menuiserie, se sont serrées sur ses côtés. Mon père n'était pas un homme de beaucoup de mots. Mais quand il parlait, les gens écoutaient. Et quand il était en colère, vous le sentiez avant qu'il ne dise quoi que ce soit. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il dit, la voix basse mais tranchante. Personne n'a répondu. Elias a descendu les marches, calme et lent, comme s'il traversait une tempête. Il s'est arrêté à côté de Gélène, s'est accroupi et lui a doucement pris le collier des mains. Il a lu la médaille, ses lèvres se sont pincées. Puis il s'est levé, s'est tourné vers Loretta et a parlé avec un calme mortel et constant. « Tu as donné ça à mon petit-fils. » Silence. Loretta a cligné des yeux, essayant de retrouver son assurance. Maintenant, attends une minute, Ellie. C'était juste une petite blague. Ne t'avise pas. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Ne reste pas planté là à me dire que c'était une blague alors que le gamin est là, à avoir l'air d'avoir fait quelque chose de mal. Personne n'a parlé. Les cousins qui avaient ri bougeaient inconfortablement sur leur siège. Certains d'entre eux ont eu la décence de détourner le regard. Elias s'est tourné vers Gélène et a posé une main sur son épaule. « Tu ne méritais pas ça, » a-t-il dit. « Rien de tout cela n'est de ta faute. » Gélène a hoché la tête à peine. Son visage était tendu, les yeux vitreux mais sans larmes. Puis Elias a fouillé dans son sac. Il a sorti une petite boîte en bois et la lui a tendue. « C'est ce que j'ai apporté pour toi, » a-t-il dit. Je ne l'ai pas emballé. Je me suis dit que ça n'avait pas besoin d'être déguisé. Gélène a ouvert le couvercle. À l'intérieur se trouvait un carnet de croquis relié en cuir avec son nom gravé sur le devant. En dessous, un jeu complet de crayons fusains, d'estampes et de gomme dans un plateau en velours doublé. De vrais outils d'artiste, pas des jouets. Ta mère m'a dit que tu aimais dessiner, a dit Elias. Elle a dit que tu vois les choses différemment. C'est un don. C'est pour que tu continues à voir comme ça. Gélène a passé sa main sur la couverture. Il n'a pas dit un mot, mais tout son corps s'est adouci. Il ne tressaillait plus. Il restait juste là, tenant quelque chose qui était enfin vraiment à lui.
J'ai regardé mon père, cet homme qui était autrefois sorti de ma vie sans dire au revoir, qui n'avait pas assisté à une réunion de famille depuis le jour où il avait dit à Loretta qu'elle avait détruit tout ce qu'il y avait de bon dans cette lignée, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Il n'était pas parfait. Il avait fait des erreurs, était parti quand j'avais besoin de lui, était resté absent trop longtemps. Mais à ce moment-là, il a vu mon fils et il a répondu présent. Je me suis approché de Gélène et j'ai posé une main sur son dos. Puis je me suis tourné vers Loretta. J'ai fini de te laisser nous humilier devant des gens qui font semblant de ne pas le voir. Elle a commencé à m'interrompre. Je ne l'ai pas laissé faire. J'ai fini de sourire malgré tout. Fini de venir ici et de regarder mon fils se faire tout petit pour que tu puisses te sentir grande. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'en avons jamais eu besoin. Pour la toute première fois, j'ai vu Loretta reculer d'un pas. Je n'ai pas attendu la permission. J'ai ramassé le collier, je l'ai laissé tomber sur la table et j'ai pris la main de Gélène. Nous avons marché vers la voiture, Elias nous suivant. Personne ne nous a arrêtés parce qu'au fond, ils savaient tous. La blague n'était plus drôle. Je m'attendais à ce que quelqu'un nous arrête. Je m'attendais à un commentaire sournois, un rire dédaigneux, peut-être Loretta criant derrière nous l'une de ses fausses excuses douces, enveloppées de sarcasme et d'orgueil, mais personne n'a dit un mot. Nous étions à mi-chemin de l'allée quand Gélène a doucement tiré sur ma main. J'ai baissé les yeux vers lui. Il ne pleurait pas. Il ne tremblait plus non plus. Il était juste calme, tenant toujours le carnet de croquis comme si c'était une bouée de sauvetage. Il a jeté un coup d'œil vers le patio. « Maman » a-t-il dit. « On part vraiment ?» Sa voix était douce, presque incertaine, comme s'il voulait y croire mais ne pouvait pas tout à fait se fier à la réalité de la chose. « Oui, bébé » ai-je dit. « On part. » Il a hoché la tête, puis a de nouveau regardé le carnet de croquis. C'est alors qu'Elias s'est mis à côté de moi et s'est raclé doucement la gorge. « Je me suis garé devant » a-t-il dit. Je n'étais pas sûr de rester longtemps. J'ai haussé un sourcil. « Tu es venu ici pour semer la zizanie ?» Il a émis un petit rire grognon. « Je suis venu parce que tu m'as envoyé un texto la semaine dernière et quelque chose dans ta façon de demander ?» Je ne sais pas. Je me suis dit qu'il était peut-être temps. Il a regardé Gélène puis m'a regardé à nouveau. Je savais que Loretta serait Loretta, mais je ne m'attendais pas à ça. Ce collier, c'est au-delà de la cruauté. Il n'avait pas besoin de le dire à voix haute, mais je pouvais sentir la culpabilité derrière ses mots, collés à lui comme la chaleur. Peut-être qu'il avait fallu quelque chose d'aussi laid, d'aussi public pour le réveiller. Ou peut-être avait-il simplement besoin de voir par lui-même que j'élevais un bon garçon dans une famille qui nous traitait comme une blague récurrente. Nous avons atteint le bord de l'allée de gravier et je me suis retourné une dernière fois. Le patio était plus calme maintenant. Loretta était rentrée à l'intérieur. Certains cousins faisaient semblant d'être occupés avec la nourriture. Quelques-uns nous regardaient avec des visages que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Personne ne nous a suivis. Et puis, sur le côté de la maison, j'ai vu quelqu'un sortir. C'était Tori. Elle ne riait plus. Elle a marché vers nous lentement, son téléphone disparu, les mains vides. Son visage n'était ni suffisant ni supérieur. Il était confus, embarrassé, peut-être même un peu effrayé. Elle s'est arrêtée à quelques mètres et a regardé Gélène. « Je ne savais pas qu'ils allaient faire ça » a-t-elle dit. « Le collier. Je pensais que ce serait juste comme, je ne sais pas, une blague. » Gélène n'a rien dit. Il l'a juste regardé, inexpressif. Puis elle s'est tournée vers moi. « Je suis désolé. » Je ne l'ai pas dédouané, mais j'ai hoché la tête. « Dis-le lui » ai-je dit. Elle a regardé Gélène à nouveau, a dégluti difficilement et a dit « Je suis désolé ». Il a cligné des yeux, puis a de nouveau regardé son carnet de croquis. Il n'a pas répondu, mais c'était bon. Il n'avait pas à le faire. Nous sommes montés dans le camion d'Elias, un vieux F-150 qui sentait la sueur et l'essence, et nous nous sommes dirigés vers le long chemin de terre. Gélène était assis entre nous, silencieux, ouvrant son nouveau carnet de croquis. Les pages étaient impeccables, vierges, pleines de possibilités. Pendant quelques minutes, personne n'a parlé. Le soleil avait commencé à plonger derrière les arbres, projetant de longues ombres sur le pare-brise. Plus nous roulions, plus je me sentais légère, comme si nous mettions enfin des kilomètres entre nous et des années de silence. Puis Elias a parlé. Je pensais autrefois qu'il était plus facile de partir que de se battre. Ta mère, c'est elle qui nous gardait unis. Quand elle est partie, je me suis dit que ce n'était plus ma place. J'ai regardé par la fenêtre. Tu avais tort, ai-je dit. Je sais. Il a jeté un coup d'œil à Gélène.
je ne veux plus rien rater d'autre. Gélène n'a pas levé les yeux, mais j'ai vu un petit sourire toucher ses lèvres. Ne le fais pas, ai-je dit. Et juste comme ça, quelque chose a commencé à changer. Tout n'était pas guéri. Toute la douleur n'était pas effacée. Mais dans ce camion, avec la lumière du soir qui entrait à flot, quelque chose de nouveau a pris racine. Gélène a tourné la première page et a commencé à dessiner. Nous ne sommes pas retournés à la réunion ce jour-là, ni l'année suivante, ni l'année d'après. Loretta n'a pas repris contact. Pas d'excuses, pas de suite. Pas même un de ces SMS passifs-agressifs du genre « je ne voulais pas dire de mal » pour lesquels elle est connue. Mais je ne m'y attendais pas et je n'en avais pas besoin. Certaines personnes portent l'orgueil comme une armure et Loretta porte la sienne depuis si longtemps que je ne pense pas qu'elle se souvienne comment l'enlever. Gélène n'a jamais demandé à y retourner. Il n'a pas demandé pourquoi ils avaient fait ça. Il n'a même jamais reparlé du collier. Mais quelque chose en lui a changé ce jour-là. Il ne s'est pas fait petit. Il ne s'est pas brisé. Il est juste devenu calme d'une manière différente. Plus vieux, plus vif, plus conscient. Le genre de calme qui vient quand on arrête de chercher à ce que les gens vous choisissent et qu'on commence à se choisir soi-même. Quelques jours après notre retour à la maison, je l'ai trouvé à la table de la cuisine avec le carnet de croquis ouvert. Il avait dessiné le patio, la table avec les sacs cadeaux, chaque enfant figé en plein rire. Loretta avec sa main sur la hanche et ce sourire narquois qu'elle porte toujours comme du rouge à lèvres. Les détails étaient brutaux, honnêtes, bruts, mais dans le coin de la page, il s'était dessiné lui-même, non pas comme le garçon tenant le collier, non pas se tenant petit sur le côté. Il s'était dessiné en train de s'éloigner, et à côté de lui, deux silhouettes, moi et mon père. Je n'ai rien dit au début. Je me suis juste assise à côté de lui et je l'ai regardé, la boule dans ma gorge montant comme une vague que je ne pouvais retenir. Il a finalement parlé. Je l'ai dessiné comme cela aurait dû être ressenti, a-t-il dit. Et à ce moment-là, j'ai su qu'il comprenait quelque chose que j'avais mis 3 décennies à apprendre. La famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est ceux qui se lèvent pour vous quand les rires deviennent cruels. C'est ceux qui s'avancent quand les autres reculent. C'est ceux qui vous apprennent que vous n'avez pas à gagner votre dignité. Elle est déjà à vous. Ce dessin est devenu la première page d'une série. Gélène a commencé une collection intitulée « Ce que j'ai vu ». Des scènes de mémoire recréées à travers son objectif. Certaines étaient douloureuses, d'autres étaient belles, mais tout était réel, honnête et puissante. Nous avons encadré ce premier dessin. Il est accroché dans notre salon maintenant, au-dessus de la cheminée où vont nos chaussettes de Noël, à côté de photos d'anniversaire, de randonnées et de jours simples où nous sommes juste nous. Gélène ne demande plus de nouvelles des cousins. Les sacs cadeaux, le patio ou les fêtes ne lui manquent pas. Mais il se souvient d'Elias, l'homme qui s'est présenté quand personne d'autre ne l'a fait. Elias a tenu parole. Il est venu plus souvent après ce jour-là. Doucement au début, des visites le dimanche, des appels les soirs d'école, des cartes d'anniversaire maladroites. Il s'est excusé auprès de moi correctement dans des moments calmes qui comptaient, pas avec de grands discours, mais par sa présence, par sa constance. Le jour où il s'est assis à côté de Gélène lors de sa première exposition d'art scolaire, rayonnant de fierté, j'ai réalisé à quel point un seul moment peut réenraciner une vie entière. Quant à moi, j'ai changé aussi. J'ai arrêté de me faire petite pour préserver la paix. J'ai arrêté de laisser le silence m'engloutir chaque fois que quelqu'un franchissait une ligne. Ce jour-là sur le patio, je ne suis pas seulement parti de la fête de Loretta. Je me suis éloigné d'une version de moi-même que je n'avais plus besoin de porter. La version qui gardait la tête basse. Qui souriait face au manque de respect. Qui disait à mon fils d'être patient alors que ce dont il avait besoin, c'était de protection. Maintenant, quand Gélène me regarde, il ne voit pas seulement sa mère. Il voit quelqu'un qui a été là pour lui quand ça comptait. Et je vois un garçon qui connaît sa valeur. C'est le genre d'héritage que je veux laisser. Pas seulement la survie, mais la fierté. Pas seulement l'endurance, mais le respect de soi. Alors non, nous n'allons plus aux réunions de famille, mais chaque été, nous organisons quelque chose de différent. Juste quelques personnes, des amis proches, mon père, quelques voisins, le professeur préféré de Gélène, des gens qui sont présents, des gens qui écoutent, des gens qui n'ont pas besoin d'un nom de famille commun pour se sentir comme une famille. Il n'y a pas de collier, pas de blague aux dépens de qui que ce soit, pas de hiérarchie pour impressionner, juste des rires qui font du bien, juste de l'amour qui ne fait pas mal. Et chaque année quand c'est fini, je regarde Gélène et je me souviens du moment où il se tenait là, tenant ce carnet de croquis, le moment où il a vu la cruauté et a choisi la création à la place. Le moment où j'ai réalisé que nous n'étions pas ceux qui auraient dû avoir honte.
C'était eux, et nous nous portons mieux d'être partis. Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, si elle vous a rappelé un moment où quelqu'un a franchi une ligne ou quand vous avez trouvé la force de partir, j'aimerais en entendre parler. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quel a été votre tournant ou dites-moi la leçon qui vous a marqué. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre votre histoire aujourd'hui. Et si vous connaissez quelqu'un qu'on a fait se sentir petit au nom de la famille ou de l'humour, partagez cette vidéo avec lui. Rappelez-lui qu'il n'est pas seul. Assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime si cette histoire a signifié quelque chose pour vous. Cela aide plus que vous ne le pensez. Et si vous voulez entendre plus d'histoires vraies sur la résilience, l'identité et les moments qui nous changent, abonnez-vous. Nous construisons quelque chose d'honnête ici. Merci d'être là. Vraiment. À la prochaine.